Bon, je pense que c'est de très loin une des vidéos que j'ai préféré faire, les amis. J'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous souhaite la paix et la santé. On se retrouve pour évoquer enfin l'équipe de France à l'Euro 2024. L'équipe de France, les débats sont tellement chauds. Je vois beaucoup de gens penser que l'équipe de France va faire n'importe quoi. Au contraire, beaucoup de gens qui pensent que l'équipe de France va gagner totalement. Quel est votre avis? N'hésitez pas à développer, c'est ça la beauté du football, c'est qu'on peut développer, débattre de tout ça, mais pas simplement dire je vois la France flop, je vois la France gagner, il faut toujours donner des arguments. De quel côté êtes-vous? Et sincèrement, n'hésitez pas à me dire si à la fin de cette vidéo, j'ai réussi à vous faire changer d'avis, parce que oui, j'ai un avis assez franc sur cette France, sur cette équipe de France pour cet Euro. Mais voilà, je fais une intro à rallonge parce que je suis trop heureux que l'Euro arrive enfin. Je pense que c'est la compétition de football que je préfère, même devant la Coupe du Monde, même devant la CAN que j'aime beaucoup. Ouais, je pense qu'en football de sélection, c'est l'Euro. Je sais pas, c'est des très bons souvenirs, malgré le fait que j'ai jamais vu l'Euro gagner, parce qu'en 2000, j'étais un tout petit peu jeune quand même. Mais oui, en parlant de la compétition gagnée, avant même de commencer l'analyse de l'équipe, à quel point on peut faire quelque chose, on va quand même évoquer rapidement le parcours en Coupe du Monde et en Euro. Bon voilà, en Coupe du Monde, on va pas refaire l'histoire. Il y a eu quand même 2 demi-finales, 2 finales également perdues, dont la dernière qui faisait très mal. Mais évidemment, la France est double championne du monde. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'Euro. L'Euro, bon, il y a quand même un parcours qui est honnêtement très bon. Quand on compare à d'autres sélections, c'est honnêtement excellent. Voilà, tu as remporté la compétition 2 fois. Bon, ça commence à tarder, à tâter plutôt. Ça fait depuis 2000 que tu n'as pas gagné, 24 ans. Ce serait bien de regagner, voilà. Mais il y a quand même eu une demi-finale, une finale en 2016, un des plus gros crève-cœur que j'ai eu en tant que supporter amoureux de football. Un huitième en 2020 qui était tellement dommage. Les Suisses nous ont mis mal, vraiment. Je pense qu'on aurait pu aller au bout. Et on y est. 2024, bon, on va directement voir l'équipe. Parce que oui, l'équipe de France est crainte en Europe, il faut le dire, depuis plusieurs années. Et encore cette année, c'est une équipe extrêmement dangereuse. On va pas tarder à voir ça maintenant. Alors pour l'occasion, je ne l'ai pas fait dans les autres épisodes, mais j'ai déjà fait plein de fois sur la chaîne, sur beaucoup de sujets depuis des mois. On va faire un petit schéma tactique parce qu'il y a beaucoup de réflexions sur cette équipe de France. Et je vous invite sincèrement à me donner votre 11 titulaire déjà pour le match contre l'Autriche. C'est le match qui arrive, le premier match le 17 juin. N'hésitez pas à me donner votre 11 titulaire qui va débuter ce match. Concernant l'effectif de l'équipe de France, bon, il y a un truc forcément très drôle, c'est que vous le voyez, après l'équipe anglaise qui a la valeur marchande la plus élevée, ben oui, c'est bien l'équipe de France qui a des joueurs cumulés 1,23 milliard d'euros. Donc c'est énormissime. C'est la deuxième valeur marchande la plus élevée d'Europe et en vrai, je pense du monde. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui est au-dessus de ça par l'Angleterre. Et oui, effectivement, bon, vous me dites un petit peu si vous considérez qu'il y a certains joueurs qui sont surcotés. J'aime pas forcément le mot surcoté, mais oui, je peux comprendre que certains joueurs soient un peu trop surestimés alors qu'ils ne le sont pas forcément. Mais grosso modo, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui méritent leur cote. Quand on voit un petit peu le classement des joueurs les plus cotés, bon, bah voilà, il y a 3 joueurs du Real Madrid en première place parce que oui, Kylian Mbappé sera bientôt un joueur du Real. Et oui, le football avance, hein, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le sujet, ce n'est absolument pas le sujet. En tout cas, voilà, Kylian 180 millions, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga 100 millions chacun, William Saliba 80, je vais pas tous les faire, mais regardez, il y a des joueurs très chers. Alors, ils sont pas aussi chers que les joueurs anglais, mais bon, voilà, il y a quand même des joueurs, c'est hallucinant, vraiment beaucoup. Bon, maintenant, on va quand même s'intéresser au plus important, comment tu vas jouer. On a bien compris, l'équipe de France, elle a à peu près tout, à tous les postes. Ça, c'est clair et net. Pourquoi l'équipe de France est crainte partout dans le monde? Parce que cette équipe a limite 2 équipes, voire 3 équipes. Et quand tu regardes les divisions des jeunes, U21, U20, U19 et tout, enfin, il y a un réservoir de talent absolument hallucinant, ça c'est très clair. Maintenant voilà, j'ai envie qu'on se plonge directement dans le match contre l'Australie. Non, ça c'était en Coupe du Monde. Le match contre l'Autriche qui arrive vraiment dans très peu de temps. L'équipe autrichienne très bonne que j'ai pu évoquer dans mes pronostics globaux de l'Euro. Je vous invite à voir la vidéo que je mettrai en description et en commentaire. Déjà, je pense qu'il faut aller par les choses dont on est à peu près sûr. Bon, déjà, Mike Maignan devrait normalement jouer titulaire. Voilà, il n'y a pas à développer sur Maignan. C'est un top gardien qui, ok, je suis d'accord, si certains vont me dire, l'année qui vit avec Milan, c'est pas la meilleure année de sa carrière. On n'est pas non plus sur la pire, mais voilà, on sait que dans l'absolu, c'est un top gardien et c'est le plus important. Excellent au penalty,
un point extrêmement important dans ce genre de compétition. Normalement, Monsieur Samba et Areola ne joueront pas du tout, à part peut-être dans le troisième match si on est sûr d'être qualifié. Ensuite, ça va quand même un petit peu se complexifier. Parmi les joueurs où on est sûr et certain quand même qu'ils vont être titulaires, bon, Kylian Mbappé devrait être titulaire, Antoine Griezmann devrait être titulaire. Alors vous inquiétez pas pour la formation tactique, etc. machin. On verra ça au fur et à mesure de la vidéo parce que voilà, il y a beaucoup de réflexions concernant l'animation, comment les joueurs vont jouer offensivement, défensivement. On va voir tout ça tranquillement, ne vous inquiétez pas. Donc, Kylian Mbappé devrait être titulaire normalement dans ce rôle d'ailier où il est quand même très utilisé en équipe de France. Et Griezmann dans un rôle un petit peu, vous savez, de 10, mais même de 8 qui peut un petit peu rentrer, voilà, qui ont ces très précieux défensivement. Mais dans l'absolu, là, on va le mettre un petit peu, allez, comme ça, dans ce rôle de 10, même si évidemment, il peut être 8 et descendre encore plus. Bon, maintenant, qui on voit ensuite? Normalement, concernant l'ailier droit, on partirait quand même sur Dembélé, je suppose, parce que Kingsley Coman est normalement revenu de blessure, si je me suis pas trompé, il est normalement apte à jouer 7 euros. Maintenant, Dembélé, semblerait-il, est plus en forme, voilà, et en plus dans le rythme, a fait une saison pleine avec le PSG, il a réussi à ne pas se blesser, je suis très heureux pour lui. Donc voilà, déjà, tu as une belle ligne d'attaque, et forcément, si tu considères que tu es un peu dans un sort de 4-2-3-1, un peu hybride avec Griezmann qui va descendre en 4-3-3 et tout, vous avez compris, il faut quand même l'avant-centre. Donc l'avant-centre, normalement, ce serait Giroud. Et c'est là où le bas blesse un petit peu pour l'équipe de France. Parce que, bon, tu as Thuram, ok, qui peut même un petit peu jouer comme ça dans le demi-espace gauche. Tu as Kolo Muani, d'accord, qui lui peut jouer dans le demi-espace droit. Mais dans l'absolu, je trouve que c'est pas des backups extrêmement importants. On sait que Giroud est certes une légende de l'équipe de France, ça c'est très clair, mais il est vieux. Il est vieillissant, alors je suis d'accord les amis, il sort voilà, d'une saison pleine, encore une fois avec Milan. Bon, il n'a pas, je crois de mémoire, hein, il n'a pas joué toutes les minutes, je vais vérifier ça bon, en direct avec vous. Voilà, il est à bon, bah, 69% des minutes jouées. Honnêtement, c'est bien, je m'attendais un petit peu moins. Et quand même 15 buts en Serie A, c'est vraiment positif pour un joueur qui, on le rappelle, à 37 ans, va bientôt faire 38 ans. C'est vraiment bien. Donc, ok, on partirait donc quand même sur un Giroud titulaire avec Thuram et Randall en backup. Donc voilà, on va les mettre sur le banc tranquillement. Maintenant, bon, ça me paraît assez clair. Vous me dites déjà si vous faites cette attaque contre l'Autriche. Vous me dites tranquillement si vous faites cette attaque contre l'Autriche, sachant que j'ai vu une information qui honnêtement me dérange un petit peu parce que l'information du Parisien, un trio Thuram, Mbappé et Dembélé sera aligné contre l'Autriche lundi. Bon, alors j'ai absolument rien contre Marcus Thuram, qui, je vais le rappeler pour ceux qui ne suivent pas trop la Serie A, a fait une exceptionnelle saison. C'est clair, net et précis. Cela dit, l'Inter joue dans un système très particulier où Marcus Thuram est en plus vraiment très performant avec un avant-centre à ses côtés, en l'occurrence Lautaro Martinez qui est exceptionnel. En équipe de France, on a bien vu qu'il n'était pas vraiment au niveau, ou du moins pas dans son système préférentiel. Il faudrait qu'il joue avec deux pointes, ce que Deschamps ne fera absolument pas dans cette compète. Bon, moi, je ne suis pas forcément fan, voilà, on va y mettre un Grisou un peu plus bas, un Thuram comme ça, il Giroud sur le banc. Bah, je suis pas très fan. Honnêtement, je suis pas très fan, les amis, parce que Thuram seul, on n'a pas vu des grandes choses. Donc, je sais pas pourquoi le Parisien dit ça, on verra bien. En tout cas, moi, me concernant, si vous me donnez mon avis, je vais quand même mettre Giroud en pointe comme ça. Bref, ok. Vous avez compris, Griezmann, il est complètement polyvalent, il peut monter, il peut descendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va quand même se concentrer sur la défense. Je pense qu'on a quelques petites garanties, pas totalement, mais quelques petites. Déjà, ça me semble quand même clair que oui, Théo jouera titulaire, hein, ça me paraît clair. Théo Hernandez, il a prouvé avec l'équipe de France plein de fois. Son frère n'est pas là, mais son frère joue généralement central en équipe de France, c'est cool. Et de l'autre côté, normalement, Jules Koundé, qui mine de rien, et ça m'a un peu surpris. Koundé, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je l'aime énormément en tant que central. Il me paraît très fort. Il a eu de très grands matchs, même avec son club en tant que central. C'était plus compliqué en tant que latéral, mais peut-être une impression qui est un peu faussée. Je l'ai trouvé plutôt bien sur ces derniers matchs. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc, dans la tête de Dédé, j'essaie aussi de penser dans la tête de Dédé, ça me paraît clair que Koundé est quand même devant Klose, qui est honnêtement très bon, mais moi j'aime bien Klose en entrant. Voilà, j'aime bien Klose en entrant, et je sais que ça fait rire certains que je disais Klose en tant que Marseille il est fort, c'est juste une petite boutade, parce que oui, je supporte le PSG, mais j'ai pas de problème à dire que Klose est très bon, voilà. Donc oui, vraiment Klose, en backup de Koundé, mais dans un rôle beaucoup plus offensif, parce que oui, on peut en parler dès maintenant, on voit quand même que les attaques de l'équipe de France passent beaucoup côté gauche. Je pense que c'est un truc qui est normal, qu'on a beaucoup vu, parce qu'il y a qui côté gauche? Bah, il y a forcément
pas loin d'être le joueur le plus dangereux du monde, Kylian Mbappé. Donc ce Théo Kylian est très très utilisé avec même Grisou qui peut un peu voilà, se détacher ici, faire un petit triangle. On l'a souvent vu. Mais oui, quand tu as Koundé et Dembélé d'un côté, bon, je dis pas que tu vas jamais passer côté droit, mais moins. Par contre, avec Klose, ah, c'est plus intéressant parce que Klose est très offensif. On a vu en plus qu'il a une très bonne frappe. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. On verra à quel point Koundé sera solide. C'est un peu ce qu'on va lui demander, je pense, même en phase de possession. Oui, il pourra monter, mais faire attention quand même. Ok, donc, vous me dites, mais déjà par rapport à là, je suis content. On a quelques bonnes pistes de réflexion. On a un 11 qui se dessine tranquillement. On va arriver au plus gros. La défense centrale est forcément le milieu de terrain qu'on va faire à la fin. Bon, alors la défense centrale, moi les amis, je suis un peu perturbé parce que je pense sincèrement que Saliba m'a l'air d'être très fort. Vraiment très très fort. Il sort en plus d'une saison vraiment totalement pleine avec Arsenal. Il me semble qu'il a même joué toutes les minutes. C'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire. Et il a fait honnêtement un vrai bon rassemblement. C'est ça qui est dingue. Je suis un peu perturbé. Je suis un peu perturbé parce que est-ce que Didier partirait sur Saliba ou pas Mécano un petit peu contre le Canada? Je vais vérifier s'il a fait cette composition-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il a fait ou pas Mécano Saliba. C'est vrai que c'était un match en plus décalé. Mais là, Saliba est côté gauche. Ok, alors je sais pas trop si c'est une erreur. Mais bon, en vrai, ça peut fonctionner. Normalement, c'est plutôt Saliba comme ça ou Mécano comme ça, pardon. Écoutez, pour moi, tu commences comme ça contre l'Autriche, c'est super bien. Mais est-ce que, malgré les bonnes perfs de Saliba, ben, il partirait pas avec Konaté? Eh oui, parce que mine de rien, Konaté ou pas Mécano, on l'a déjà vu, ça a été performant. Je sais pas, et je vous avoue que là, j'aimerais vraiment votre avis. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Je me dis que Konaté ou pas Mécano, en plus, vous savez, ils ont eu une saison en club un peu, je vais pas dire compliquée, mais ils se sont fait un petit peu doubler dans la hiérarchie, donc ça peut être un peu triste pour eux. Contrairement à Saliba qui, lui, était absolument incontestablement titulaire et un des meilleurs défenseurs de PL. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est un affront de mettre Saliba sur le banc, mais il est tellement fort. Enfin, il est honnêtement tellement fort. Je pense que même si on regarde un petit peu les valeurs marchandes sur Transfer Market, on va vérifier un truc rapidement. Ouais, voilà, c'est vraiment ce qui me semblait. Regardez un petit peu. Upamecano et Konaté sont à 45 millions sur Transfer Market. Bon, la valeur marchande ne veut pas non plus tout dire, mais regardez Saliba, mesdames, messieurs, il est à 80 millions. Et à juste titre, bien évidemment, à juste titre, totalement. Bon, maintenant, on verra, parce que Saliba, je trouve qu'il a surtout une bonne passe. Je pense qu'on a déjà vu que défensivement, ça pouvait être un peu compliqué. On verra bien, mais je me mets aussi à la place de Deschamps et je me dis que Upamecano Konaté devrait peut-être avoir lieu. Saliba Konaté, je pense pas quand même. Pour moi, Upamecano sera quasiment titulaire. Ok. Alors, j'ai pas parlé de Pavard pour une raison très simple. J'ai rien contre lui, évidemment, mais Klose est clairement devant, je pense, dans la hiérarchie à droite maintenant. Et surtout que Pavard, vous savez, a vraiment fait une saison en tant que défenseur central dans une défense à 3 avec l'Inter où il a été exceptionnel. Je ne dis pas le contraire. Mais voilà, en équipe de France, tu joues à 2. Bon, peut-être qu'il est 4e, 5e dans la hiérarchie des centraux et peut-être 3e à droite. Ou bon, peut-être qu'à droite, il peut rentrer à la place de Klose. Mais ouais, je sais pas. Je le vois quand même pas dans les premiers choix, clairement. Donc, vous voyez que là, déjà, on a plus de complications. Mais je vais mettre Konaté et Upamecano, je pense, contre l'Autriche. Je pense que même Didier penserait comme ça. Dommage pour Saliba, mais ouais, je sais pas, peut-être que j'ai un petit feeling sur ça. Ok, et en fait, j'en ai pas parlé, mais oui, à gauche, il y a quand même un autre latéral de métier, forcément, Ferland Mendy, et c'est trop intéressant, les amis, parce que d'un côté, on a Koundé, qui est honnêtement quand même plus défensif que Klose, qui est plus offensif, et de l'autre, on a Théo, qui est quand même très offensif, et Ferland, qui est beaucoup plus défensif. Donc c'est vraiment inversé. C'est trop drôle parce que ça peut créer quand même une équipe de France très déséquilibrée. Et il faut pas oublier un truc, les amis. Le déséquilibre, on n'aime pas ça. C'est dangereux, je suis d'accord avec vous. Et les entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs, essaient d'avoir une équipe extrêmement équilibrée. Mais il y a un truc important à savoir. Une équipe déséquilibrée, ça peut également faire peur à l'adversaire parce que forcément, tu sais pas trop comment aborder tactiquement parlant cette équipe. Là, quand tu mets par exemple Ferland sur le banc et Klose sur le banc avec Théo et Koundé, bon ben, tu as le jeu qui va pencher énormément côté gauche. Maintenant, comment l'équipe doit réagir? Est-ce qu'elle va faire que côté gauche et du coup, elle va ignorer un peu l'aspect avec Dembélé et tout? C'est intéressant, c'est très intéressant. Et oui, c'est un peu un cheat code pour la France qui peut avoir autant de polyvalence, mine de rien, sur les latéraux. Et ça, mine de rien, ben, on en parlait souvent. Les latéraux, c'est la faiblesse de l'équipe de France. Mais mine de rien, Koundé qui revient bien, quand même, Ferland qui a appelé, Klose qui a appelé, et Théo qui est toujours au top, ben, on dirait pas, mais ça nous a rassurés. Je sais pas vous, mais avant les listes et tout, j'étais en mode oulala, mais la défense, ça peut être son machin.
j'ai été rassuré. Grandement rassuré. Et si je peux vous rassurer, les amis, ben, tant mieux. Voilà, je prétends pas du tout connaître l'avenir ni rien du tout. Mais franchement, la polyvalence de nos latéraux, eh ben, ça a souligné. Moi, je suis très content d'avoir ça. Parce qu'en cours de match, tu peux même dire, bon bah ok, allez, on va laisser Condé. Théo, tu vas sur le banc. Ferland, tu rentres. Beaucoup, beaucoup plus défensif. Ou alors contraire. Théo, toi, tu restes. Condé, je disais, tu sors. Et Klose, toi, tu vas rentrer. Beaucoup plus offensif. Les gars, c'est top. Franchement, c'est super top. Franchement, moi, j'aime énormément. Bon, en tout cas, en l'état, je pense que Condé sera titulaire pour l'Autriche et même pour le reste de la compétition, on verra bien en fonction des matchs et tout. Et Théo également, mais avec Ferland et Klose en backup, c'est énorme. Honnêtement énorme et c'est super cool. Avec voilà Saliba, on va dire peut-être en troisième choix et Pavard en quatrième choix. On va dire un petit peu comme ça, même si Pavard est plutôt là. Voilà, bon, en vrai de vrai, là les gars, je pense qu'on a déjà une vraie réflexion. Un vrai, vrai bon truc. On peut mettre Klose ici et Ferland ici. Maintenant, évidemment, le milieu de terrain. Et là, les amis, waouh, là, les gars, il y a de la réflexion. Et je vous invite vraiment à me donner votre avis, surtout, surtout par rapport au milieu. Parce que c'est un casse-tête, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de me dire, mais qu'est-ce qui est le mieux pour l'équipe de France? Qu'est-ce qui est le mieux pour avoir de l'équilibre? Bon, on va se poser tranquillement. Les choix au milieu de terrain, il y en a vraiment beaucoup. On a du Youssouf Fofana, on a du Rabiot, on a du Kamavinga, du Tchouaméni, du Warren et forcément N'Golo Kanté. Bon, on va pas passer par quatre chemins, les amis. Déjà, on va considérer quand même qu'on est sur, vous savez, quand même ce sort de 4-3-3 de Deschamps, slash un peu 4-2-3-1, si Grisou monte énormément. Mais dans l'absolu, là, on va considérer que Griezmann est un milieu. Ok. Donc, on va être honnête, on va mettre deux milieux en plus. Et là, ça va un peu se complexifier. Mais je vais mettre en premier choix, les amis, N'Golo Kanté. Ça, c'est vraiment dingue. Et c'est honnêtement là où on se dit que on en fera peut-être une vidéo, mais Deschamps, je pense que c'est un peu un sort de génie incompris du football. Je vais pas dire un visionnaire, mais un petit peu. J'ai l'impression que ce mec a un instinct, il a des choses qu'il comprend mieux, qu'il arrive à mieux cibler concernant son équipe et tout. Il est là depuis tellement longtemps maintenant. Et franchement, les gars, prendre N'Golo Kanté, qui n'a pas joué avec l'équipe de France depuis longtemps, qui est allé en Arabie, à l'Euro, waouh, waouh, les matchs qui te sortent, waouh. Apparemment, il a fait des énormes matchs en Arabie qui a une adversité certes très faible. Mais vraiment, le N'Golo qu'on a vu lors du rassemblement, je vais pas dire sur le N'Golo qu'on a vu lors de la Coupe du Monde 2018, mais waouh. Donc N'Golo est titulaire pour moi. Pour moi, ça me paraît clair. Si on doit composer un milieu avec Grisou et Kanté, pour moi, oui, il y a Grisou et Kanté, clairement. Et Kanté, clairement, les amis, il n'est pas, vous savez, ce sort de numéro 6, puis sentinelle, voilà, qui va lancer des ballons et tout, absolument pas. C'est un milieu qui peut percuter, même énormément, un peu comme Warren Zaïre-Emery qui me semble être le backup naturel de Kanté, mais qui est loin, je pense, de la hiérarchie. Parce que oui, Kanté peut monter, peut vraiment se projeter, beaucoup de qualités techniques, c'est ça qui est trop trop bien. Donc il est plus dans un rôle de 8 en vérité, que de pur 6-8 qui se projette beaucoup. Bon, maintenant qu'on a dit ça, Grisou dans ce rôle d'un peu de 10 de 8, on est bien d'accord. Kanté dans ce rôle de 6-8, parce que bien sûr qu'il peut faire des retours défensifs, on l'a vu énormément, et il est aussi très très connu pour ça, avec une endurance sans limite. On met qui en dernier? Et là, le choix, il est ultra compliqué. Parce que si Tchouaméni est disponible, bah honnêtement, Tchouaméni, pour moi, ça me paraît super bien, avec un sort de... Et voilà, un milieu comme ça, très 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 cool. Tchouaméni qui lui est vraiment vraiment une super sentinelle, un très très bon numéro 6. Bon, maintenant s'il n'est pas là, on met quoi? On met Rabiot, mais Rabiot, on sait que c'est quand même un sort de milieu central, voilà, qui peut monter, c'est un 8 également, qui sait se projeter. Kamavinga, ouais, qui a quand même eu des bons moments avec le Canada, mais moins. Là, je suis un peu bloqué. Honnêtement, je sais pas, parce que là, Kamavinga en 6, c'est un peu, c'est pas un peu compliqué, mais c'est pas son poste naturel. Après, ça peut être très hybride, hein, vous savez. On peut mettre Kamavinga, Kanté, Grisou, absolument à 100%, mais voilà, il faut comprendre que c'est hybride. Ils peuvent tous monter, ils peuvent tous redescendre et tout, ça c'est très très clair. Est-ce qu'on mettrait pas Youssouf Fofana? Et oui, parce qu'honnêtement les gars, bah Fofana, je vais pas dire que c'est le meilleur milieu français depuis le dernier rassemblement et tout, mais il est très bien. Il est honnêtement très très bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité, de projection également et tout. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de polyvalence dans cette équipe de France. C'est très compliqué. Je vous invite vraiment à me donner votre choix. Moi, dans ma tête, ce qui est très clair, c'est Griezmann et Kanté. Le troisième choix n'est vraiment pas clair dans ma tête. Maintenant, je me dis comment Deschamps il voit les choses vis-à-vis de l'Autriche. Et je me dis peut-être que, comme il a testé Kamavinga, Kanté, Grisou, il pourrait refaire la même chose si Tchouaméni n'est pas totalement apte. Maintenant, je vous avoue que mon petit péché mignon, j'ai vraiment envie de voir Youssouf, que j'aime beaucoup.
qui a vraiment fait des super matchs. Et en vrai, Youssouf, Kanté et Grisou, waouh, franchement, c'est énorme. C'est honnêtement énorme. Et avec, c'est vraiment très hybride. Hein. Kanté peut tellement, tellement revenir en défense. J'aimerais bien voir ça. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Sinon, voilà, dans la hiérarchie, je pense quand même qu'on est sur entre Fofana et Kamavinga qui se battent peut-être pour cette place-ci. Voilà, peut-être, oui, Rabiot, bon, ben, qui jouerait peut-être dans ce rôle de sentinelle, même si pour moi, il est plus un milieu central. Avec Chouameni, mais peut-être que Rabiot est derrière Chouameni. Évidemment, Warren, le dernier milieu dans la hiérarchie, derrière Kanté, qui est, je pense, le remplaçant naturel de Kanté, parce que c'est aussi un 8 qui sait se projeter avec le ballon, même sans le ballon. Voilà, très très bien là-dessus. Donc franchement, quand on a vu ça, c'est vraiment génial. J'ai oublié d'évoquer rapidement Coman et Barcola, je vais les évoquer. Évidemment que Giroud, vous savez, s'il doit être remplacé, pour moi, le mieux, c'est pas de faire entrer Thuram, mais plutôt faire entrer, par exemple, Barcola. Barcola, tu le mets sur son aile gauche et tu fais Kylian un petit peu dans ce rôle de neuf et tout. Bon, certes, qui n'est pas le mieux, on l'a bien vu au PSG, mais qui, je pense, est un moindre mal parce que ça, c'est l'attaque du PSG sur la saison 2023-2024. Ou alors, tu fais pas rentrer Barcola, c'est totalement possible pour moi de faire entrer Coman. Pas forcément mettre Dembélé à gauche, hein, tu peux faire rentrer Coman à gauche comme ça peut être super cool. Et voilà, franchement, c'est deux solutions qui me paraissent très cool. Maintenant, voilà, je vais pour ce match mettre le classique Dembélé, Giroud, Mbappé. Ça me semble très très bien. Bon voilà les amis, c'est un petit tour réflexion de l'équipe de France. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette réflexion. Je vous invite encore une fois à me donner votre avis. Là, c'est ce qui se passe dans ma tête. Hein. Ce qui se passe dans ma tête, c'est dans ma tête. Il y en a qui seront peut-être pas du tout d'accord avec moi sur plein d'aspects, mais je me base par rapport aux critères objectifs, par rapport à la vision d'idée des champs. Et voilà, on peut aussi parler tactique, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire. On a des très beaux triangles, Koundé, Kanté, Dembélé, mais surtout avec Klose qui offensivement ça peut être énorme. Grisou, c'est un peu une pile électrique, hein, il peut monter, il peut descendre, il peut être partout. Il y a des triangles Théo, Grisou, Mbappé qui peuvent se faire, même voilà, Klose, Grisou, Dembélé qui peuvent se faire, c'est énormissime. Il y a beaucoup de choses à faire avec cette équipe de France. Franchement, c'est top. Même Kolo Muani qui certes n'est pas ouf, mais en équipe de France, on a vu, je pense, des meilleures choses. Franchement, il peut également servir de relais, faire beaucoup de belles choses. C'est super passionnant, fascinant. Mine de rien, on a des défenseurs centraux avec une qualité de passe de fou. Maignan, il a également une qualité de passe de fou. Vous comprenez pourquoi c'est compliqué pour moi de ne pas y croire. Et on va passer directement à l'aspect psychologique. Comment l'équipe de France doit aborder psychologiquement ce match-là, ou plutôt cette compétition? Et comment les supporters doivent aborder cette compétition? Comme je le disais en intro, oui, il y a des gens qui y croient pas du tout et qui pensent que ça va être un flop monumental. J'attends des arguments. Et attention, je ne dis pas que je suis contre ces gens, pas du tout. Je veux juste des arguments. Pour moi, les arguments qu'on pourrait imaginer, c'est ben, on est mine de rien quand même dans l'indécision, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de réflexions, mais c'est aussi une force dans le sens où on a trop d'imprévisibilité, même pour l'adversaire. Je peux également comprendre le fait que l'équipe de France, toujours attendue, machin, on peut se voter, c'est vrai. Maintenant, bon, en 2022, on était quand même attendu, je pense quand même, c'est normal. On est allé en finale, on l'a perdu au tir au but. En 2020, l'Euro, on était attendu. Bon, je suis d'accord, on a perdu en huitième. Maintenant, je pense que si tu passes la Suisse, tu peux vraiment aller très loin. En 2018, on n'était pas vraiment attendu, ça c'est vrai. On a gagné la Coupe du Monde. Maintenant, voilà. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. À un moment, tu as un effectif irréel. Quand tu peux faire entrer des mecs comme Barcola, comme Kingsley, même comme Randall ou Marcus dans certains rôles. Ok, on a vu Marcus et Randall qui, à la finale de la Coupe du Monde, ont été exceptionnellement légendaires. Surtout, je pense, Randall qui a vraiment fait une entrée de fou. Ok, Grisou est formidable, forcément. Le milieu, il y a beaucoup trop de qualité, très polyvalent sur beaucoup d'aspects. Mine de rien, les latéraux, comme je l'ai dit, on s'attendait à pire. Et en vrai, c'est vraiment bien. La défense centrale, c'est peut-être un peu un point de réflexion, mais je trouve que c'est encore une fois très compétent. Le gardien est top niveau. Voilà, la seule vraie inquiétude que je peux avoir, moi, vraiment, c'est Griezmann. Griezmann a un profil, j'allais dire, unique en équipe de France, mais pas loin d'être unique dans le monde du football aujourd'hui. Un joueur offensif qui fait autant d'efforts, qui presse autant, qui défend autant, qui marque autant, qui passe autant, qui a un tel QI-foot, c'est rarissime. Je pense que si on voit son rapport statistique sur Football Ref, c'est effrayant. Ouais, voilà, comme prévu, c'est quand même des statistiques bon, folles hein, dans plein d'aspects. La passe, la contribution au tir et au but, la défense, c'est fou, la balle au pied, c'est incroyable. Le joueur est exceptionnel, hein, il faut vraiment le dire. Donc, c'est vrai que j'ai un peu peur pour ça. Maintenant, pour moi, psychologiquement, comment il faut l'aborder, cette compète? Concernant l'équipe de France, sereinement, comme ils l'ont toujours fait, une équipe qui est très mature malgré sa jeunesse, il faut le dire. On l'a vu, c'est des mecs de fou. Regardez la Coupe du Monde de malade qu'ils ont fait. Mine de rien, l'échec de l'Euro des précédents,
va beaucoup, beaucoup jouer pour moi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont grandi et c'est aussi, je pense, un petit peu caractérisé, incarné par Kylian Mbappé, le nouveau capitaine qui avait raté son tir au but. Les esprits sont focus. Concernant les supporters, pour moi, il ne faut pas non plus être dans l'euphorie extrême en mode oui, on va gagner le doigt dans le nez et tout. Absolument pas. Il y a des concurrents très 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 forts, il faut le dire. Maintenant, pour moi, il faut l'aborder en mode on a une équipe de fous, on a un effectif global de fous, on a un coach qui a prouvé un sélectionneur de malade, on a su montrer beaucoup de résilience dans les moments extrêmement importants, extrêmement durs. Écoutez, il faut y croire. Pour moi, il faut y croire. Maintenant, ok, je peux comprendre les gens qui sont en mode Koro, franchement, moi je veux m'attendre à rien, je vais pas être déçu, je le sens pas. D'accord, il n'y a pas de problème et honnêtement, je peux comprendre. Le football, c'est le football, c'est ultra imprévisible. Même en huitième, tu peux sortir ou en poule, s'il se passe une catastrophe, c'est le sport. Surtout que, on va en parler maintenant, mesdames, messieurs, la dernière partie de cette vidéo, le fameux groupe à l'Euro pour cette équipe de France qui est un groupe, hein, comme on peut le voir, assez dingue, assez beau. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup ce groupe qui, sur le papier, on dirait pas que c'est fou, mais Pologne, Pays-Bas, Autriche, bon, les Pays-Bas, ça parle à beaucoup de gens. Maintenant, il faut le dire, l'Autriche, c'est énorme. L'Autriche, ça me rappelle le Danemark de l'Euro précédent. C'est super, super fort. Alors, il y a des blessures, il faut le dire, et on va l'évoquer. Il faut croire que Didier Deschamps a vraiment beaucoup trop de chance. Et la Pologne, qui honnêtement a fait, je pense, une bonne, ouais, une bonne préparation avec des victoires contre des équipes qui jouent à l'Euro. Donc, c'est bien. Maintenant, oui, il y a des blessures, on va l'évoquer directement. Bon, voilà, on peut le voir, c'est vraiment une folie, les gars. L'hécatombe chez les adversaires des Bleus. David Alaba, forfait. Il y a également les Schlager, hein, même les deux Schlager, je crois, qui sont forfaits. Il y a Milik qui est forfait, Swiderski est forfait, Lewandowski est forfait. C'est une folie, sincèrement. Mais normalement, il devrait être apte pour la suite. De Jong est pour le coup totalement forfait. Et Coupe Minor, c'est forfait. Bon, vous voyez qu'il y a quand même les planètes qui s'alignent, entre guillemets. Et ouais, voilà, la France va commencer son euro avec, l'Autriche. Donc, tu rentres directement dans le très, 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 très dur. Ensuite, les Pays-Bas qui est pour un deuxième match super, super compliqué. Et enfin, la Pologne, c'est vraiment, vraiment, j'insiste les gars, un groupe très, très, très dur. Et on pourrait voir l'équipe de France, oui, selon certains, sortir dès les phases de poule. Maintenant, il faut être factuel. Individuellement, la France est au-dessus de ces trois équipes. Collectivement, je suis d'accord que c'est pas non plus le truc le plus clair, mais ça a montré une résilience de malade et même collectivement, c'est très très fort. Et pour moi, le retour de Kanté, je vais pas dire change tout, mais change trop trop de choses. Ce mec-là apporte une garantie. C'est vraiment une folie furieuse. Je pense que c'est un des joueurs les plus réguliers au top niveau. Et voilà, j'avais fait, vous savez, mes pronostics. Je vous invite vraiment à les voir. Ou, je vais être honnête avec vous, je pensais et je croyais fort en une victoire finale de l'équipe de France. Pour moi, c'est possible. Maintenant, on va quand même voir le tableau. Bien sûr que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, je vous l'accorde. Quand on voit un petit peu le tableau final, c'est une folie. On regarde un petit peu l'équipe de France, c'est dans le groupe D. Admettons que la France soit première, ce qui est honnêtement vraiment possible. Premier du groupe D, tu affrontes le deuxième du groupe F. Le deuxième du groupe F, ça c'est plutôt cool parce que... ah non, non, c'est pas plutôt cool, c'est vraiment un groupe plutôt bon, hein. Il y a vraiment la Turquie qui, je pense, devrait peut-être terminer deuxième, qui me semble être le deuxième le plus probable dans ce groupe, même si ça veut un peu rien dire honnêtement dans le football, le mot probable. Ben, tu vois, tu as déjà honnêtement un huitième qui est beau. Un huitième qui est beau. La Turquie, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est dans le cas où tu termines premier. Ok. Maintenant, admettons que tu passes la Turquie et que tu vas en quart de finale. On peut voir que tu tombes dans le groupe, dans le tableau où il y a le premier du groupe E. Et le premier du groupe E, vous le savez très bien, ça va être très probablement la Belgique. Bonjour aux amis belges si jamais vous m'écoutez. Un match qui potentiellement est fou parce que la Belgique a des gros points forts qui peuvent appuyer sur les grosses faiblesses potentielles de l'équipe de France. Donc attention, vraiment attention. Si jamais tu passes, admettons, eh ben, dans ta partie de tableau, tu as potentiellement le premier du groupe C. Et le premier du groupe C, vous l'avez sûrement vu, ça va probablement être l'Angleterre. J'aime pas ce mot encore une fois parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais l'Angleterre, attention, des individualités de fou, mais collectivement, là pour le coup, c'est beaucoup plus flou, même pas très beau honnêtement. Attention l'Angleterre qui peut peut-être choquer dès la phase de poule. Vous voyez, je le sens beaucoup moins bien pour l'Angleterre que pour la France. Pas du tout par chauvinisme, hein, mais parce que ben, ouais, j'ai un mauvais feeling pour l'Angleterre. On verra bien. Peut-être qu'ils seront champions d'Europe dans un mois et que j'aurais dit évidemment n'importe quoi. Donc vous voyez que le tableau s'annonce, quoi qu'il arrive, compliqué. Et en finale, bon, bah, il y a de l'Allemagne de l'autre côté, de l'Espagne, du Portugal. Bon, bref, c'est une folie furieuse. Maintenant, regarde, si tu termines deuxième. Deuxième du groupe D, bon, ben, tu affrontes un deuxième de groupe. C'est plutôt cool. Un deuxième du groupe, c'est le deuxième du groupe E.
honnêtement, bah, tu as un bon tirage dans ce cas-là parce que si la Belgique finit première, bon, Slovaquie-Roumanie, c'est quand même assez faible, j'en ai déjà parlé. Et l'Ukraine, c'est une belle équipe, très belle équipe même, mais l'équipe de France est évidemment au-dessus. Maintenant, après, premier du groupe F. Premier du groupe F, à Portugal. Portugal-France quart, le sale, qui pour le coup, les Portugais me font beaucoup plus peur que l'Angleterre aujourd'hui. Pas que l'Angleterre est moins fort, les individualités anglais, je pense, sont meilleures, mais collectivement, est-ce que ça a montré récemment, le Portugal m'a l'air plus fort. Vous voyez un petit peu, et encore une fois, bon bah si tu passes premier du groupe B potentiellement, premier du groupe A, ça voudrait dire qui? Allemagne, Espagne, machin et tout. Bref, vous l'avez compris, c'est très compliqué. J'ai envie d'y croire, tout simplement. L'espoir, c'est l'être humain, il a la capacité de rêver, la capacité de croire, et on a la liberté de vraiment croire sincèrement en tout ça, et j'ai envie d'y croire tout simplement. Vous me dites ce que vous en pensez les amis, merci à vous. C'est la fin de cette très grosse vidéo récapitulative sur cette équipe de France. J'espère qu'on vivra une compétition formidable. Je me lance sur YouTube cette saison, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps et si vous me découvrez. Bah, merci à vous, je vous invite à vous abonner, ça fait évidemment beaucoup de bien à la chaîne et à liker la vidéo évidemment avant de partir. Je vous remercie du fond du cœur. Ce fut un vrai beau voyage sur cette chaîne. J'ai encore beaucoup de projets, beaucoup d'idées. J'ai hâte de me développer même sur les autres réseaux. Vraiment. Merci pour ceux qui aiment mes vidéos. Merci pour votre soutien. Je le dis en vrai tout le temps en ce moment, mais réellement merci. Sans vous, un créateur de contenu n'existe pas. Vous pouvez prendre n'importe qui, même, je sais pas, les numéros en français, Squeezie, Thibaut InShape ou quoi. Ces mecs-là, sans communauté, n'existent pas. Moi, je suis rien, hein, je suis tout petit, je suis un tout petit youtubeur, mais j'ai ma commu, je le sais. Merci du fond du cœur. Vous me dites ce que vous en pensez pour 7 €. Vous me dites également, vous supportez qui? Avec grand plaisir. Une excellente compétition à tout le monde. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro, et la paix sur vous.